On a tous une image plus ou moins consciente de ce qu'on pense possible et de ce qu'on pense possible pour nous à un certain moment. En fait, moi, ce que j'entends là, et ça me donne envie de modéliser ça comme ça, dis-moi si c'est cohérent ou pas, mais en fait, quand dans notre vie, quand finalement on arrive à une zone de stagnation, parce que souvent voilà, on a une phase de croissance, on arrive à développer. Tous les perceptions d'inconvénients ne sont pas enlevées parce que on peut aussi tomber dans l'autre illusion. Ok. Hmm. Il y a deux illusions dans lesquelles tu peux tomber. La première, c'est Là, aujourd'hui, tu vois, je me rends compte d'un autre truc sur les habitudes, c'est que là, ça fait 36 jours, en fait, j'ai fait il y a quelques temps le défi 30 jours sans alcool. Et du coup, je suis arrivé à la fin des 30 jours je me suis posé la question, je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'étais donné le défi de ouais, 30 jours, je l'ai atteint. ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais juste pas envie d'arrêter. J'avais envie de continuer, de garder ça parce que. Une autre situation, une autre réalité qui est l'impatience. L'impatience, c'est le fait de ne plus voir les inconvénients, de ne plus voir le prix à payer. Et cette impatience crée de l'urgence. Et dans l'urgence, tu prends toujours des mauvaises décisions. David, juste avant de te laisser regarder la vidéo, je voulais juste te prévenir qu'en téléchargeant l'enregistrement vidéo Zoom, je me suis aperçu que je n'avais pas activé l'option d'enregistrement des caméras en mode galerie. C'est-à-dire que tu vas voir que durant l'émission, en fait, on ne voit que la personne qui parle et donc la vidéo, la caméra s'active pour la personne qui parle. J'aurais préféré qu'on nous voit tout le temps tous les deux, mais pour cette première émission, ce ne sera pas le cas. C'est un apprentissage que je fais. J'ai instantanément changé les paramétrages dans Zoom. D'ailleurs, si toi tu fais des émissions de ce type-là où tu interviews des gens, pense bien avant de lancer ta réunion Zoom, de sélectionner l'option dans le paramétrage d'enregistrement du fait que tu veux que Zoom enregistre en mode galerie. Voilà, c'est un apprentissage pour moi. J'espère néanmoins que ça n'enlèvera en rien de la valeur de ce que l'on partage à l'intérieur. Je te laisse regarder l'émission. Ok, ça y est, l'enregistrement est lancé. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Ici David Beninck avec Julien Musi. Salut Julien. Et David. Je sais pas pourquoi c'est trop. En fait, on vient de se dire, tiens, voilà, on lance cette vidéo-là. On veut lancer un tout nouveau format qui nous trotte en tête depuis plusieurs jours. On dit qu'on a envie de partager des idées, du contenu sur la chaîne YouTube et le podcast NLE Business, plutôt en mode, 100% authentique, 100% qui on est et de façon plus intimiste presque. Du coup, on s'est dit qu'on allait lancer ce format-là de création de contenu. On est ensemble et on prend un sujet et on discute autour de ça pour partager nos idées, confronter parfois nos idées et puis tout simplement partager aux personnes qui regarderont ces vidéos voilà, les choses qui nous viennent en tête et qui comptent pour nous. Il n'y a pas de format encore, il y a pas de nom, il n'y a pas de marque autour de ça. Le seul concept pour l'instant, la définition du concept, c'est on se met tous les 2 autour de la table, on discute comme si on était autour d'un café, sans personne autour et on chatte, autour d'un sujet. Voilà, en tout cas, pour moi, le point de départ, de l'intention de ce contenu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ah ouais. En fait, je trouve qu'il y a dans l'intro là, il n'y a pas de bénéfice, tu vois. Je Oui, pense que c'est vrai. ouais, c'est important tu vois, ces 2 premières minutes, c'est aussi ce qui va faire que les gens regardent ou pas. Euh, Même si effectivement, je pense qu'on n'a pas de format, on a quand même, je pense, une intention claire de ce qu'on veut apporter. Euh, L'intention, c'est pouvoir partager, je pense, notre expérience business, Mmh. nos regards sur les choses, Ouais. et que ça puisse du coup permettre aux gens qui nous écoutent, euh, en tout cas, d'avoir des insights, des révélations sur leur business. Et le fait de se forcer d'avoir un format ou de devoir faire des podcasts tout seul, je pense que du coup, ça nous empêche à plein de moments de pouvoir distiller des conseils qui pourraient faire une différence dans la vie de notre communauté, de nos clients. Et donc, le but, c'est de ne pas se laisser le choix, entre guillemets, d'avoir ces discussions autour de sujets spécifiques et de ne pas avoir la contrainte de l'organisation du contenu pour pouvoir partager ce qu'on sait, en fait. Parce que je pense que dans des podcasts classiques, il y a beaucoup de travail de préparation. Et du coup, ce travail de préparation peut être démotivant et peut amener à certains moments à perdre l'essence, la motivation et l'inspiration de partager ce qu'on sait qui peut faire une différence dans la vie des gens, en fait. Ouais, complètement. Et on se rend compte aussi souvent qu'il y a des moments quand on est en coaching avec les clients, par exemple, où c'est des moments qui ne sont Ouais. pas préparés, où on est
en temps réel, en fait, en discussion avec les gens, que c'est là où quelque part on se dit: «Oh punaise, mais ça serait trop bien de pouvoir le repartager». Et puis, mais on prend rarement le temps de se dire: «Bah tiens, on Ouais. va reprendre les contenus, retrouver les passages». Et c'est aussi quelque part une façon de se dire, recréer un contexte comme ça où on est vraiment un peu en roue libre, où les idées peuvent fuser, de façon, volontaire, c'est aussi une façon comme ça de recréer du contenu, ouais, simplement en limitant la friction maximum, ouais. Après effectivement, autre chose, moi, que j'aurais envie de rajouter par rapport à ça, heu toi, tu crées du contenu, tu crées ton contenu de ton côté. Moi, je crée aussi du contenu de mon côté. On a des choses vraiment, je pense, complémentaires à partager. On a chacun des forces, on a chacun comment dire, des qualités différentes qui sont sur pas mal de points complémentaires. Et moi, ce que je trouve vachement intéressant aussi, et l'envie qui me donne de faire ça avec toi, c'est de pouvoir justement combiner les choses, créer une vraie synergie et aller sur différents sujets sur lesquels on va pouvoir comme ça aussi bien parler de business, aussi bien parler de… Alors évidemment, la colonne vertébrale, c'est le développement d'une activité. La colonne vertébrale de ce podcast, c'est vraiment d'aider les personnes, les entrepreneurs, les coachs, les formateurs, les infopreneurs qui ont déjà une activité qui tourne, qui ont déjà une activité qui génère 6 chiffres par an, à continuer à la développer, continuer à augmenter leurs profits, continuer à augmenter leur plaisir pour aller peut-être, pourquoi pas, aller chercher plus de chiffre d'affaires ou plus de rentabilité ou en tout cas plus d'épanouissement. C'est d'aller sur cette colonne vertébrale de comment est-ce qu'on passe d'une activité de 6 à 7 chiffres sans sacrifier son plaisir, sans sacrifier son épanouissement, en passant finalement par quelque part un peu toutes les sphères que ça implique. Les stratégies de développement business, mais ça passe aussi par toute la partie de la psychologie de l'entrepreneur. Ça passe par tout ce qui touche à l'organisation, la structuration de l'entreprise et aller vraiment sur toutes ces sphères-là autour de cette colonne vertébrale de comment est-ce que quand on est un entrepreneur, on continue son développement personnel et professionnel sans s'épuiser en fait. Yes. Du coup, pour ce premier épisode, quel sujet, est-ce que tu avais un sujet sur lequel tu voulais qu'on discute ou est-ce que je regarde ma liste que j'ai là à côté? Ouais, je comptais sur toi. Tu m'as dit que tu avais fait une liste. Ouais. Moi, en fait, je sais pas, le premier truc, tu vois, j'avais là la liste, en fait. Et je pense que le premier sujet sur lequel je pense que ce serait intéressant j'aurais envie, en tout cas, de discuter avec toi, c'est le sujet de l'évolution. Parce que l'évolution, et on parle de métamorphose quand on a réfléchi ensemble aussi à comment est-ce qu'on organise nos accompagnements, comment est-ce qu'on fait évoluer nos programmes d'accompagnement. Moi, il y a une idée et quelque chose qui est vraiment émané, c'est de te dire qu'une chose est sûre, et moi je l'ai vu aussi par le passé, on ne peut pas atteindre de nouveaux résultats en restant la personne que l'on est. Euh, En tout cas, ma vision aujourd'hui et ma croyance, c'est que ce qui nous a amené là où on en est aujourd'hui, notre système de croyances, il y a 3 éléments clés qui pour moi ressortent, c'est les croyances, les habitudes et les compétences. Et les croyances, les habitudes et les compétences qu'on développe et qui nous ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui, eh bien, sont rarement celles qui nous permettent d'aller à l'étape d'après. Souvent, on se rend compte qu'on a besoin de développer de nouvelles habitudes, nouvelles croyances, nouvelles compétences, et voire même de lâcher certaines choses pour en faire de la place pour aller à l'étape d'après. Et ça, ouais, moi, c'est un sujet qui m'inspirerait bien si ça te parle. Ouais, ok. Et est-ce que par rapport à ça, en fait, euh, ouais, est-ce qu'il y a tu as identifié toi, dans ta vie ou je sais pas, dans la vie des clients, des différents paliers ou différents éléments clés, des différentes habitudes, croyances ou compétences clés qui sont utiles à développer et à maintenir jusqu'à un certain stade où on développe une activité à 6 chiffres et qui peut-être effectivement sont à lâcher ou sont à faire évoluer pour continuer notre développement. Est-ce que sur ces croyances, habitudes et compétences, ce serait quoi pour toi les premiers exemples qui te viennent qui seraient intéressants de faire évoluer en fait? La première, pour moi, c'est déjà une notion de possibilité. Je pense que on a tous une image plus ou moins consciente de ce qu'on pense possible et de ce qu'on pense possible pour nous à un certain moment. Moi, j'ai cet exemple qui m'a marqué d'un de nos clients, d'un de nos clients, ouais, à Majorque, où ils sont 3 associés, je les vois arriver, je les vois dans le séminaire, dans l'immersion, ils captent vite
Je vois que ça fuse dans leur esprit. Je regarde leur marketing, je me dis, waouh, ils sont brillants. Ils ont toutes les compétences déjà pour aller à un autre niveau. Pourtant, quand je leur parle à ce moment-là, ils font 10 000 euros par mois à 3, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent même pas se payer, en fait. Ouais. Si on prend les frais et tout. Et moi, à ce moment-là, il y a comme quelque chose que je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas comment, avec leur expertise, leur talent, leurs compétences, est-ce qu'ils peuvent ne faire que 10 000 euros par mois. Et à ce moment-là, ce que je leur dis, c'est justement, les gars, enfin, dans 3 mois, vous faites 100 000 euros par mois parce que là, si vous ne faites que ça, il y a un problème, en fait. Il y a un problème dans la manière dont vous utilisez votre temps, vos ressources, votre énergie. Euh, Parce que c'est comme si tu as une Ferrari qui roule à 50 km/h sur l'autoroute, tu vois, enfin sur un circuit. Tu te dis, ben, Mm. qu'est-ce qui se passe, quoi? Et Ouais. je leur dis ça, et 3 mois plus tard, bah, ils reviennent en fait et ils font 100 000 euros par mois. Est-ce qu'en 3 mois, ils ont transformé leurs compétences? Non. Est-ce qu'ils ont Non. appris beaucoup de nouvelles choses? Non plus. Juste, à un moment donné, ils ont débloqué l'idée que c'était possible de faire 100 000 euros par mois. Voilà. Et on a tous plus ou moins des excuses, enfin des excuses. Et j'aime pas cette notion d'excuse parce qu'elle a été très connotée mal dans le développement personnel. En mode, tu ne dois pas avoir d'excuses, no excuse, no pain, no gain. Et toutes Tu crois ces pas à ça, vidéos toi? non, je crois pas à ça. Tous ces trucs-là. Donc, euh, bref, je crois pas à ça, mais en tout cas, on a tous des histoires en fait qu'on se raconte sur pourquoi est-ce qu'on peut pas faire plus. Moi, le premier, hein, je ne fais pas exception à la règle, c'est pas parce que je suis derrière le micro que j'ai pas ces fonctionnements humains. À Euh, partir du moment où, ouais, effectivement, je pense qu'on est un être humain, on est sujet à ces règles de fonctionnement naturelles. Effectivement, on a ces histoires qu'on se raconte et selon euh, les histoires qu'on se raconte de ce qu'on croit possible ou pas, on va s'engager dans différentes activités ou pas. Mmh. Euh, Par exemple, je posais la question hier en coaching de groupe aux clients LS et croissance harmonieuse. Je leur disais, qui pense ici que sans nouvelles compétences, sans rien apprendre de nouveau, si vous réussissiez si chaque matin, avant même que le réveil sonne, vous ayez qu'une envie et vous ayez un enthousiasme fou pour aller faire les activités les plus productives de l'entreprise. C'est quoi les activités les plus productives? C'est euh, marketer en one-to-many, c'est-à-dire communiquer à l'extérieur avec des effets de levier. Donc, je peux penser avec des webinaires, avec ces choses-là. C'est Un créer challenge, un un événement, voilà, où il y a challenge, effectivement. plusieurs prospects en même temps qui écoutent notre message, quoi. Exactement. Créer des nouveaux outils pour les clients et du coup résoudre les obstacles qui empêchent les clients d'avancer et inspirer l'équipe à donner le meilleur. Est-ce que si vous aviez une envie folle de faire ça tous les matins, ça changerait quelque chose dans votre business? Et tous disaient, bah ouais, en fait, je ferai un x10 direct. Ce qui veut dire que souvent, on est à la recherche de nouvelles compétences, alors que la réalité, ce n'est pas qu'on a besoin de nouvelles compétences, c'est qu'on a besoin de s'engager quotidiennement dans les actions les plus prioritaires, que la plupart du temps, on connaît, mais qu'on ne priorise pas parce que nos émotions, nos peurs, nos doutes, nos croyances nous font nous focaliser sur autre chose plutôt que ces actions les plus prioritaires. Donc, euh, effectivement, pour moi, chaque niveau et chaque palier de stagnation qu'une entreprise va rencontrer est juste le reflet que les leaders du business se focalisent et s'engagent sur les activités qui ne sont pas les plus productives et continuent à s'engager sur les mêmes activités qui s'engageaient il y a 6 mois, en fait. OK, ouais, du coup, il y a ouais, ça fait vraiment sens, je trouve, cette notion de je pense qu'une des premières croyances qui est l'élément déclencheur, le premier élément qui permet la métamorphose, qui permet l'évolution, c'est cette croyance de ce qui est possible, en fait. Et tant qu'on ne fait pas évoluer effectivement notre croyance de ce qui est possible de faire, on ne peut pas avoir en tête l'image qu'on ne peut faire les choses différemment. Et du coup, parce que si je repense à ce que tu dis là, sur ces clients qui, se disent: «Bah, ouais, effectivement, tu as raison Julien, si j'étais vraiment inspiré à 100 et je prenais énormément de plaisir à faire cette tâche à forte valeur ben, je ferais x10». OK, ben, quand ils ont conscience de ça, qu'est-ce qui les empêche de faire, en fait?
Ouais, effectivement, je pense que tu fais bien de résumer de cette manière-là. La première chose, c'est possible. La deuxième chose, c'est en plus que ça soit possible, c'est la chose qui m'inspire le plus dans ma vie et vers lequel mon corps, consciemment et inconsciemment, s'engage le plus. C'est-à-dire que tu peux te dire, je veux faire 100 000 euros par mois. Ok. Pour autant, tu peux avoir plein d'histoires qui sont légitimes, hein, qui font que malgré le fait que ça soit possible, tu as inconsciemment, consciemment et inconsciemment, des raisons de ne pas y aller. Hmm. Okay. Hmm. Et ça, on a plein. Selon ce qu'on a codé, on peut avoir par exemple la croyance que, en fait, si je fais 10 fois plus, ça va être 10 fois plus d'emmerde. Si je fais 10 fois plus, je vais devoir recruter, j'ai pas envie de le faire. Si je fais 10 fois plus, je vais devoir, je vais plus pouvoir partir en vacances. Si je fais 10 fois plus, X, Y, Z. Et en fait, on a codé dans notre inconscient faire 10 fois plus ou faire 100 000 euros par mois, ou peu importe l'objectif qu'on s'est donné, égale douleur. Et hier, je faisais un... Parce que j'ai aussi une formation de coaching que je promeus assez peu, mais qui s'appelle Mastery, sur laquelle, là, on va la développer, en tout cas, on va la développer pour une boîte qui est dans un autre domaine. Et je donnais un exemple justement dans la perte de poids d'une cliente que j'avais eue un jour, sur lequel cette cliente n'arrivait pas à perdre du poids. Et même en faisant ce qui mathématiquement normalement t'amène à perdre du poids, qui est le modèle calorie in, calorie out, c'est-à-dire tu vas ingérer moins de calories que tu n'en brûles, Ouais. okay, ce qui est logique. Bien sûr que ce modèle est remis en question et je le comprends, mais même en diminuant en fait le nombre de calories qu'elle pouvait ingérer et en augmentant le nombre qu'elle brûlait, elle continuait toujours à revenir dans Hmm. un non-déficit parce qu'elle ralentissait, son corps allait jusqu'à ralentir son métabolisme pour ne pas perdre du poids. Et un jour, du coup, je lui demande c'est quoi les bénéfices que tu as à ne pas perdre du poids. Elle me dit mais Julien, enfin, j'ai aucun bénéfice. J'ai aucun bénéfice à ne pas perdre du poids. Et je dis ok, on va quand même aller chercher quel bénéfice tu as à ne pas perdre du poids. Elle me dit j'en ai pas. Je dis ok, où et quand est-ce que tu as perdu du poids et tu as associé de la douleur à perdre du poids? Je vois pas. Où et quand est-ce que tu as perdu du poids et tu as associé de la douleur? Finalement, on dit... Et là, d'un coup, elle bloque, elle commence à avoir les yeux humides et elle me dit Hmm. ok, je vois. Et je dis ok, c'était où? Et là, elle m'explique que la fois où elle a perdu du poids, elle s'est mise en couple avec un homme, elle est tombée enceinte, cet homme est parti, elle a dû avorter et elle a associé ok, en fait, quand je perds du poids, je deviens une proie, je me retrouve dans la merde, je ne peux pas faire confiance aux hommes, j'attire des hommes qui veulent que mon corps, bref, Ouais. toute l'histoire qui va avec. Et du coup, il y a une telle peur à perdre du poids, une telle histoire associée à ça, que son corps, son inconscient va jusqu'à ralentir son métabolisme pour surtout ne pas réexpérimenter ça. Okay. Incroyable ça. Et ça, je donne un exemple dans la perte de poids, mais c'est exactement pareil dans le business. On peut le voir à plein de moments, on l'a vu à plein de moments chez des clients, où notre client nous dit ah, j'arrive pas à avoir des clients de manière récurrente. Ok, très bien, mets en place ce système. Tu l'aides par Hmm. exemple à mettre en place un Un webinaire, webinar, il met un en place un challenge. Ouais. webinaire, voilà, il met de la publicité, il revient, il a un ROI de 10, et du jour au lendemain, il coupe ses pubs. Pour chaque euro qu'il met dans la machine, il en récupère 10, et du Hmm. jour au lendemain, comme ça, il arrête de jouer. Pourquoi? Parce que ça le ramène à une perception de douleur, de ça va trop vite ou je ne sais quoi. Et là, ce n'est pas son inconscient qui va jusqu'à ralentir son métabolisme, c'est son inconscient qui va jusqu'à l'amener à Ouais. prendre des actions qui font que même si le système fonctionne, inconsciemment, il ne veut pas arriver à l'objectif. Ouais. Bien sûr. Donc, il y a la première étape, c'est possible. Et la deuxième étape, c'est désirable consciemment et inconsciemment. Est-ce qu'on est, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, est-ce que tu vois mon Remarkable ou pas là? Ouais, par contre, il faudra vraiment que tu me montres comment on partage le Remarkable en direct. Parce qu'à chaque Ouais, fois sans problème. Avec plaisir. En fait, moi, ce que j'entends là, et ça me donne envie de modéliser ça comme ça, dis-moi si c'est cohérent ou pas, mais en fait,
dans notre vie, quand finalement on arrive à une zone de stagnation, parce que souvent on a une phase de croissance, on arrive à développer. Par exemple, moi là, je veux faire des abdos, j'arrive à faire des abdos 5 minutes par jour, pour l'instant ça va. Et après, on arrive à une phase de plateau. Quand on est dans cette phase de stagnation, qu'on a envie de continuer à progresser, en fait, la première croyance finalement qui nous permet de pouvoir quitter cette phase de plateau, c'est la croyance que c'est possible en fait, d'ouvrir de nouvelles cases et de voir quelque chose que peut-être jusqu'à maintenant, on ne pensait pas possible. Et en fait, ce que je comprends là-dedans derrière ensuite, c'est que le délai, c'est-à-dire le temps qu'il va y avoir entre la prise de conscience de c'est possible et la nouvelle progression effective, le fait qu'on commence à obtenir de nouveaux résultats, le temps de latence entre guillemets entre ok, je sais que c'est possible, mais j'y arrive pas, et je sais que c'est possible et ça y est, je vois les résultats augmenter. Ça dépend effectivement de euh, percevoir finalement, tant qu'on voit des inconvénients à atteindre ce qu'on désire, et tant qu'on perçoit des avantages à rester dans notre situation actuelle, en fait, eh bien, même si on a pris conscience que quelque chose d'autre est possible, ça va nous empêcher en quelque sorte d'avancer. Donc là, peut-être les deuxièmes croyances à faire évoluer, c'est d'arriver finalement à aller en profondeur et rééquilibrer ça et de voir quels sont. Est-ce qu'au fond, nous, il n'y a pas des inconvénients à ce qu'on atteigne ce qu'on désire vraiment? Et est-ce qu'au fond, nous, on ne voit pas, sans qu'on s'en rende compte, ou en tout cas, on ne ressent pas des bénéfices à rester dans la situation actuelle? Est-ce que ça fait sens? Effectivement. Je reformule bien ça, ou est-ce qu'il y a Ouais, peut-être des choses à rajouter, hein, mais ouais. c'est ce que j'ai perçu là pour l'instant. Ouais, effectivement, je pense qu'il y a une nuance qui est tous les inconvénients ne sont pas à enlever. Ouais, Ok. Euh, tous les inconvénients sont pas, tous les perceptions d'inconvénients sont pas à enlever parce que on peut aussi tomber dans l'autre illusion. Ok. Il y a deux illusions dans lesquelles tu peux tomber. La première, c'est du coup, tu es dans l'inaction parce que tu as plus d'inconvénients conscients et inconscients à agir et à obtenir le résultat que de bénéfices. Tu peux avoir un autre ratio si tu vois que les bénéfices d'atteindre ton objectif et pas les inconvénients d'atteindre ton objectif. ça, je suis tout à fait d'accord. Tu tombes dans un autre. Tu tombes dans une autre. Une situation un peu de fantasme, Ouais, non, j'aurais envie de dire. une autre situation, une autre réalité qui est l'impatience. L'impatience, c'est le fait de ne plus voir les inconvénients, de ne plus voir le prix à payer. Et cette impatience crée de l'urgence. Et dans l'urgence, tu prends toujours des mauvaises décisions. Ouais. Tu n'anticipes pas les obstacles, tu n'anticipes pas ce qui pourrait mal se passer. Donc, par exemple, si tu es ultra pressé d'arriver à 100 000 euros par mois, bah, tu vas focus marketing, 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 marketing. Et tu vas peut-être oublier en fait qu'il faut aussi que tu structures ton système de livraison différemment, et ton inconvénient, tu vas le payer 10 fois plus cher. Donc pour moi, je suis pas dans il faut stacker il faut stacker bénéfices et ne voir que des bénéfices à obtenir le résultat. Mais par contre, arriver à une perception qui est juste il y a des avantages et des inconvénients à rester là où j'en suis, il y a des avantages et des inconvénients à aller là où je vais. Et malgré cette connaissance, j'ai toujours envie d'y aller. Okay. Yes. Et j'y vais du coup en connaissance de cause. Et c'est aussi ce qui va créer, on va surtout le voir dans la performance. J'ai peut-être moins d'exemples à prendre dans le business, mais dans les sports sur lesquels il y a énormément sur lesquels la performance doit se faire sur un temps donné. Je pense notamment dans le sport de haut niveau, où par exemple le tennis, dans le business, on a moins cette notion de performance dans un temps donné. Okay. Je donne un exemple. Tu prends un 100 mètres, la performance, elle doit être faite dans un temps donné. Tu as 10 secondes et du coup, tout écart, toute psychologie un peu déséquilibrée se voit immédiatement. Okay. Dans le business, c'est plus subtil. Okay. Tu peux le voir au bout de semaines, mois. Mais c'est la même chose qui se passe. Et en fait, dans le sport de haut niveau, plus le sportif, justement, crée un fantasme autour de gagner, okay, il voit que les bénéfices à gagner, plus, déjà, inconsciemment, il continue à avoir conscience des inconvénients, mais surtout, plus il va créer de l'enjeu, et cet enjeu va créer la tension. Okay. Cette tension va empêcher de faire performer, puisque cette tension va créer de la peur. Cette peur va faire osciller, va ramener le sang, le glucose et l'oxygène au niveau de l'amygdale, qui est pas ce qui permet d'activer la meilleure performance. D'accord. Donc,
L'idée, effectivement, c'est d'arriver à avoir un ratio. C'est possible et c'est inspirant. J'en ai Euh, envie, ouais. ouais, c'est inspirant, j'en ai envie. La différence pour moi, inspirant, c'est euh, entre c'est inspirant et je le désire, c'est le désir et la peur sont la face d'une même pièce. Hmm. Ok. La peur, c'est l'illusion que dans le futur, je vais expérimenter plus d'inconvénients que d'avantages. Le désir, c'est l'illusion que dans le futur, je vais expérimenter plus d'avantages que d'inconvénients. Ok. Ce sont des ratios de perception qui partent, qui sont des émotions qui jouent au même niveau, qui partent de notre cerveau animal. Ok. Notre cerveau animal, ce n'est pas la partie de notre corps qui est la plus adaptée pour le business. C'est sûr. Pourquoi? Parce que le cerveau animal, qu'est-ce qu'il voit? Court terme, évitement de la douleur, recherche du plaisir à court terme, fuite, attaque, freeze. Alors que notre cortex préfrontal, qui est la partie la plus avancée de notre cerveau, elle est responsable de la création d'une vision, de plans stratégiques et d'exécution de ce plan et aussi de je ne sais pas comment on dit en français, mais self-governance. Donc, en français, c'est peut-être gouvernance de soi, dans le sens, je ne vais pas réagir à mes impulsions, à mes instincts de il me faut mon truc comme ça, machin. Donc, cette part-là, dans le business, elle est beaucoup plus adaptée que la partie animale. La partie Ouais. animale, elle s'active chez nous dès lors qu'il y a peur, désir, qui sont des émotions très primaires, en fait. Dès lors qu'on a ça, le sang, l'oxygène et le glucose part dans l'amygdale qui crée ces réactions qui nous empêchent de voir long terme et qui nous ramènent à court terme. Donc, c'est possible et je suis inspiré, c'est-à-dire que l'inspiration, c'est quelque chose qui émerge lorsque j'ai conscience du prix à payer Ouais. et que malgré la conscience du prix à payer, j'ai toujours envie d'y aller. Ouais, complètement. Et effectivement, ça m'inspire, je vois l'équilibre avantages-inconvénients des différentes options. Je suis je ne vois que les inconvénients, ce qui me crée de la peur, ni dans le fantasme que si j'atteins ça, je vais avoir que des bénéfices. Au contraire, il faut être effectivement, et ça, je vais bien de le dire parce que je répète systématiquement aussi à nos clients et à moi, à mes enfants aussi, c'est que je pense que prendre une décision, on prend une décision, en tout cas la plus écologique pour nous, lorsque on est prêt à assumer les coûts de cette décision. Quand on est prêt à se dire, OK, je vois les avantages et inconvénients de toutes ces options et je choisis cette option parce que, en fait, le prix à payer de cette décision, c'est celui que j'ai envie d'assumer, que je suis le plus prêt à assumer, en fait, entre guillemets. Et de ne pas être dans cette fantasme, mais d'être vraiment cette sérénité d'action, quoi. Hmm. Parce qu'en OK. plus, tout ce sur quoi tu vas projeter plus d'avantages que d'inconvénients ou plus d'inconvénients que d'avantages va créer ta souffrance. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais ça, tu projettes une attente dans le futur. Okay? Tu as l'attente que tu vas expérimenter plus de bénéfices que d'inconvénients. Il y a une citation de Bouddha qui dit que la cause de la souffrance humaine, c'est le fait d'espérer. La cause de la souffrance humaine, c'est le fait de vouloir éviter ce qui est inévitable et de vouloir obtenir ce qui est inobtenable. Qu'est-ce qui est inobtenable? C'est une situation dans laquelle il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Qu'est-ce qui est inévitable? Une situation dans laquelle il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Oui. Donc, dès lors que tu projettes ça dans le futur, tu t'assures de souffrir. Et au final, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Moi, souvent, les clients, les clients qui viennent me voir en coaching, ils arrivent parfois avec colère, frustration. La colère et la frustration, c'est quoi? C'est juste une attente que j'avais projetée qui n'est pas nourrie, okay? Qui n'est pas remplie. Okay? C'est-à-dire que ma colère et ma frustration ne viennent jamais des autres. Elle vient toujours de l'attente que j'ai mis vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des circonstances. Okay? Si je n'avais pas mis l'attente à un moment donné que cette personne devait se comporter de cette manière ou que X, Y, Z, à ce moment-là, je n'aurais pas ma colère et ma frustration. Et ma colère et ma frustration, c'est ce qui va me faire osciller. Et je peux le voir chez certains clients et chez moi-même à certains moments, à quel point, quand tu es frustré et en colère, tu ne crées pas beaucoup de choses très productives pour le business. C'est sûr. Moi, je peux le voir en tant que, euh, les endroits où je peux constater vraiment cette notion-là, moi, c'est avec mes enfants, par exemple.
Enfin, surtout avec Sévan, mon petit deuxième. La première fois, on a fait un coaching individuel ensemble. Je ne sais pas si tu te souviens, on était tous les deux à Paris dans un Airbnb. C'était en 2019. Ouais. Et ouais, c'était un des sujets. Alors maintenant, j'ai mis de la conscience là-dessus. J'ai beaucoup évolué là-dessus, mais je me souviens qu'à l'époque, et je culpabilisais tellement en fait ces réactions, entre guillemets. À l'époque, je me disais ces réactions créent de la colère. Mais en fait, non, c'est l'attente que je projette Ouais. sur la façon dont ils devraient, selon mes critères à moi, selon mes attentes à moi, se comporter, qui ne sont pas, c'est pas le cas, créer cette chose-là. Mais c'est uniquement lié à mon attente que j'ai vis-à-vis de lui, en fait. Et ça part de moi, en réalité. Et ouais, je vois très bien cette notion-là. Et paradoxalement, avec les enfants, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu lâches ton attente qui se comporte d'une certaine manière, c'est aussi là où ils ont plus tendance à se comporter de la manière dont tu l'attendais auparavant. Plus tu es tendu à propos et tu projettes qu'ils doivent se comporter d'une certaine manière, moins ils se comportent de cette manière. Ouais. Je sais pas si tu as pu observer ça. Ouais, si, j'ai pu l'observer. Je vois là, tu vois, j'ai des moments qui me viennent où, ouais, carrément. Même entre eux, tu vois, même dans la fratrie ou ce genre de choses, il y a plein de moments où je me dis, où on attend, on aimerait leur dire: «Ah mais non, mais les frères et sœurs, ça devrait se comporter comme ça devrait, s'aimer, ça devrait s'encourager, pas se tirer dans les pattes», enfin pas se tirer dans les pattes, ça pas dans les pattes, mais ils se chamaillent tout le temps, tu vois? Enfin comme une fratrie et en réalité, dans les moments où on n'est pas dans cette attente-là et qu'on constate de l'extérieur, on dit et là, on est touché parce qu'on les voit effectivement ensemble jouer, s'entraider, se soutenir, quand il y en a un qui est triste ou l'autre. Ouais, plus j'y mets de l'attente là-dessus, moins ça opère. Ouais. Ouais et je pense effectivement avec cette notion, ouais, de la définition que tu as là, que tu donnes sur la colère, frustration, peur, sur les attentes que l'on projette dans l'avenir de soi, plus d'avantages, plus de bénéfices. Ça, quand on prend conscience de ça, je trouve que ça nous donne un pouvoir incroyable sur notre capacité à mieux gérer notre business parce que finalement, un business, c'est qu'un construit humain, c'est un construit de soit c'est jamais une personne toute seule dans sa grotte, un business. Un business, c'est un être humain, un individu qui est en interaction avec d'autres, avec des clients, avec des collaborateurs, avec des partenaires. Euh, et même si l'individu est uniquement en interaction avec des clients, il est aussi en interaction pour gérer son business avec sa famille, sa femme ou son mari, avec ses enfants. Et du coup, finalement, c'est là où on se rend compte que pour développer un business d'une façon pérenne et qui croît de plus en plus, plus le business croît, plus ça augmente la pression sur les relations que l'on va entretenir avec notre famille, avec les clients et autres. En fait. Moi, un truc qui m'a beaucoup aidé qui m'a beaucoup aidé dans la relation, c'est de comprendre que personne à l'extérieur n'est dédié à remplir ce qui est important pour moi. Et en fait, je pense que la cause de la plupart des conflits qu'on peut expérimenter avec les autres, c'est d'avoir à un moment donné posé l'attente que les autres soient dédiés à remplir ce qui est important pour moi. Alors que la réalité, c'est que chaque être humain sur cette planète est dédié à remplir ce qui est important pour lui. Ouais. Ce qui veut dire que si je veux créer des relations qui soient nourrissantes pour moi et pour les autres, je dois me demander qu'est-ce que les autres veulent. Et à partir du moment où je sais ce que les autres veulent et que je leur donne, là, ils vont me donner ce que je veux. Mais ça part toujours dans ce sens-là. Et honnêtement, tous les conflits qu'on expérimente sont toujours de cette nature-là. À un moment donné, j'ai projeté l'attente que l'autre devait se comporter et avoir les mêmes et devait être dédié à remplir ce qui est important pour moi. Remplir mon besoin. Ouais, exactement. Je te donne un exemple d'une cliente que j'ai eue récemment qui vient, qui me dit Putain, Julien, mes équipes ne sont pas engagées. Je dis Ok, explique-moi. Explique-moi ça. Donne-moi un peu de contexte. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi un exemple spécifique. Elle me dit Bah ouais, tu vois, par exemple, samedi dernier, midi, il y a une closeuse qui fait une vente et elle ne fait pas l'onboarding correctement. Et du coup, c'est moi qui me retrouve à devoir faire l'onboarding correctement. OK. Et alors, qu'est-ce qu'elle est? Eh ben, elle est irresponsable. OK. Elle est irresponsable parce qu'elle fait ça. OK. Je lui dis, t'as réagi comment, toi? Elle me dit, ben, j'ai attendu pour voir ce qu'elle ferait. OK. T'as attendu jusqu'à quelle heure? Bah, 18h, 19h.
Et puis à 19h, j'ai fini par faire l'onboarding à sa place, sans jamais lui faire un feedback. Je lui demande, OK, c'est quoi ta responsabilité dans l'entreprise? C'est de s'assurer que mon rôle en tant que CEO, c'est de s'assurer que les personnes fassent bien leur travail. OK, donc ce que tu me dis, c'est que tu n'as pas fait de feedback sur le fait que tu attendais qu'elle le fasse. Oui, OK. Est-ce que tu as été responsable? Non, j'étais irresponsable. Ah, OK. Donc en fait, ce que tu lui reproches, c'est d'avoir été irresponsable parce que tu as été irresponsable dans ton rôle de CEO. Elle me dit oui, mais parce qu'elle devait, normalement, elle doit faire bien ça dans son job. Ok, mais c'est ta responsabilité en tant qu'entrepreneur de s'assurer que chaque personne fasse bien son job. Oui, mais machin, tu vois. Et en fait, tu peux te battre contre la réalité. La réalité, c'est que cette closeuse, on est samedi, elle est maman et elle a d'autres priorités. Okay. Dès lors que tu poses l'attente que le samedi, cette closeuse soit dédiée à son entreprise alors que sa valeur la plus haute est ses enfants, C'est la famille ou les enfants. Ouais. bah, tu peux rester frustré très longtemps plutôt que de te rappeler, OK, chaque personne est dédiée à remplir ce qui est le plus important pour lui. Donc, soit, en fait, je décide de travailler avec des gens qui n'ont pas d'autres valeurs que le business, ce qui va être rare et ce qui est impossible, puisque dans toute dynamique familiale, et un business, c'est une forme de dynamique familiale, dans toute dynamique de groupe et dynamique familiale, tu as une conservation des valeurs opposées. C'est-à-dire que pour chaque personne qui a la valeur numéro 1, business, 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 tu en as un qui a la valeur famille, famille, famille. Plus tu en as un qui est extrême dans son système de valeurs dans un domaine de vie, plus tu en as un autre qui vient compenser. Donc, tu ne peux pas éviter ça. Donc, soit tu te bats avec la réalité toute ta vie, soit dès le début, tu te dis, OK, je vois en fait que cette personne, elle ne sera pas dédiée à ça. Je lâche cette attente et j'apprends à apprécier ça. Je vois en quoi ça me sert et je décide soit d'attendre lundi pour que ça soit onboardé correctement, soit je le fais moi-même. Mais en fait, au final, elle aurait pu l'onboarder, tu vois, elle aurait pu avoir conscience de ça, onboarder à la place de sa closeuse en 5 minutes. Plutôt. Mais en fait, de garder ses attentes fait que toute l'après-midi, toute l'après-midi, ça a occupé espace et temps dans son esprit. Et au final, ça lui a pris 10 fois plus de temps et d'énergie que si elle avait lâché l'attente. Et pour moi, dans ma vision des choses, chaque colère et frustration que j'ai est un feedback pour m'amener à lâcher une attente. Ouais. Identifier, prendre une position de recul pour essayer de se poser la question, de dire, OK, tiens, quelle attente je nourris qui est peut-être qui est pas forcément réaliste, en tout cas qui est pas que je peux faire évoluer. Ouais, et ça marche pour les autres et ça marche pour soi-même aussi, en fait, au final. Parce que, pas plein de moments dans notre vie, on met des attentes sur nous-mêmes, sur ce qu'on devrait Tu peux faire. être en colère ou frustré contre toi-même. Contre les autres ou contre toi. Et du coup, de se dire, moi, ça m'arrive effectivement et je sais que c'est. Ouais, je me dis, je suis frustré, je voudrais que ça aille plus vite. La notion d'impatience et de regarder effectivement cette notion de quelle attente a été est à l'origine de ça, en fait. Ouais. Hmm. Pour moi, Ok. mes attentes sont la seule cause de ma souffrance. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a un moment, enfin, il n'y a pas un moment, je crois qu'il n'y a aucun moment où on n'aura plus d'attente, en fait. On aura toujours des attentes, non? Ou est-ce que, enfin, je me dis, on aura tout, en tant qu'être humain, on va toujours créer des attentes. Après, ce qu'on peut développer, c'est notre capacité à nous en rendre compte. C'est notre capacité à nous rendre compte que, OK, bah là, je crée une attente et du coup, je peux agir différemment. Je peux reprendre, entre guillemets, les contrôles. Mais j'ai l'impression que, est-ce qu'il y a enfin, peut-être tu as un avis différent. Est-ce que tu penses qu'il y a un endroit où, en fait, ça y est, on ne peut plus ressentir de frustration, de colère parce que tellement on gère cette notion-là que, moi, je pense pas, en fait. Non, non, je pense pas. Enfin, peut-être. Et en fait, je suis pas. Je sais que dans mon discours, les gens peuvent prendre un biais qui est OK, je ne dois pas avoir de frustration et de colère. Tu vois, c'est pas l'idée que je défends. Non. L'idée que je défends, c'est de prendre tout ce qui arrive, ma frustration et ma colère, comme un feedback pour me comprendre et m'ajuster sur mon chemin. Okay, je ne dis pas je dois en plus ajouter de la culpabilité chaque fois que j'ai de la colère et de la frustration. Je dis juste, c'est une opportunité, c'est déjà revenir à cette colère et cette frustration, elle vient de moi. Okay,
personne à l'extérieur n'a le pouvoir de me faire ressentir une certaine émotion. Seul moi crée mes propres émotions. Okay. Certains peuvent activer certains fonctionnements en moi qui me font générer des émotions, mais c'est… La seule chose que les autres font, voilà. c'est une action. La seule chose que les autres font, c'est une action. Mais la génération de l'émotion, elle ne vient pas d'eux, en fait. Elle vient de ma perception face à cette action. Exactement. Et donc, voilà, pour moi, c'est un feedback. C'est un feedback qui me permet de me comprendre, de m'ajuster et de me libérer des choses que j'ai plus envie d'emmener avec moi dans mon chemin. Parce que la plupart de nos attentes sont inconscientes. Sont inconscientes et les attentes qu'on crée dans le futur sont des formes de protection vis-à-vis des blessures qu'on a eues dans le passé. Okay. Donc, pour moi, chaque attente qu'on remarque, est une opportunité de se libérer d'une blessure qu'on a dans le passé et de réouvrir notre champ de possibilités. Parce que chaque blessure qu'on a dans le passé nous crée des attentes dans le futur. Ces attentes dans le futur ferment nos possibilités et le champ de potentialité qu'on peut expérimenter. Je donne un exemple. Si à un moment donné, j'ai été critiqué par je ne sais qui, je vais poser l'attente que dans le futur, je sois uniquement valorisé, ce qui est irréaliste. Okay. Et chaque fois que je suis critiqué, ça me donne un feedback pour m'amener à me libérer de cette charge émotionnelle que j'ai créée à un moment donné quand j'ai été critiqué. Okay. Voilà. Parce que je vais continuer à faire l'expérience des deux de toute façon dans le futur. Je vais être valorisé, critiqué, valorisé, critiqué, valorisé, critiqué au même degré. Au plus je suis attaché à quelque chose, au plus j'en ai peur dans le futur. Ouais, et dans cet exemple, si là, je prends conscience que, par exemple, je sais pas, je dois faire des webinaires, ou je dois faire un live, ou je dois faire des vidéos sur YouTube, ou enfin, peu importe le format de mon territoire d'expression que je choisis, mais tiens, je prends conscience que c'est possible de développer son audience et de développer mon business en créant une audience engagée, une communauté, mais que là, je garde cette attente, effectivement, ou de ne pas être critiqué, ou de n'avoir que des encouragements, que ça, plus je garde cette attente-là, plus finalement le délai entre le moment où j'ai conscience que c'est une possibilité et le jour où vraiment je me mets à produire des vidéos, à produire des webinaires et à m'y tenir, parce qu'à la limite, peut-être que pendant cette période-là, je peux en faire une ou deux, mais très vite, si je garde cette attente-là, très vite, en fait, je vais arrêter. Parce que je vais avoir la preuve et la vie, parce que vu que je ne l'ai pas équilibré, la vie va me montrer que ce n'est pas le cas et je vais avoir certainement des commentaires négatifs. Je vais certainement avoir des remarques désobligeantes. Et du coup, si je ne suis pas prêt à lâcher cette attente-là, ça veut dire qu'au bout d'une ou deux fois, boum, je vais arrêter et je vais revenir à la case départ. De toute façon, au plus tu veux augmenter ton niveau d'impact, au plus tu dois être à l'aise avec la critique et le rejet. Oui. Voilà. Je veux dire, au début, quand tu as 3 personnes sur ton Facebook, bon, tu as un petit commentaire de temps en temps. Plus tu commences à investir en publicité Facebook, plus tu dois être à l'aise à te faire défoncer 10 fois par jour. Je me souviens d'un schéma que tu avais fait dans cette fameuse journée à Paris dans Airbnb. Je me souviens très bien où tu m'avais dit, en fait, par rapport à si tu veux évoluer dans ta mission et que tu as tes oscillations émotionnelles comme ça, je ne vais pas le faire aussi bien que toi. Hein, mais… Ah ouais, non, je le fais très, très mal. C'est pas du tout équilibré, les trucs là. Et tu me dis, mais en fait, forcément, quelqu'un qui a un niveau d'oscillation, qui ne voit par exemple que là les bénéfices, le côté positif de recevoir un commentaire d'un client, le commentaire de quelqu'un sur YouTube, ou quelqu'un qui, à l'inverse, ici, du coup, si il a tant d'émotions positives qui est générées quand il reçoit un commentaire positif, forcément, il va à même échelle recevoir de la douleur, de la déception, de la colère, s'il reçoit un commentaire négatif de ce côté. Et on ne peut pas espérer atteindre le niveau ici, admettons, appelons-le niveau 3, tant qu'on oscille à ce niveau-là. On ne peut augmenter effectivement de niveau que lorsque nos oscillations émotionnelles liées à un certain sujet évoluent et diminuent. Et je me souviens que tu avais pris l'exemple, à ton avis, est-ce que le président de la République, quand il reçoit, parce qu'il y a une question de volume, qui est exposée à des millions de personnes, et donc, toi, tu fais une vidéo, tu vas peut-être avoir 3 commentaires négatifs, mais le président de la République, lui, il va recevoir combien? Des centaines, peut-être milliers, des centaines de milliers, voire des millions de critiques. Donc, s'il veut exercer à ce niveau-là, il est obligé d'avoir une faible oscillation émotionnelle au niveau de centaines de millions de critiques.
C'est ça. Et là, on prend effectivement, c'est une belle prise de conscience. Enfin, moi, je me souviens que je me dis, bah, waouh, j'avais pris une sacrée claque de dire, effectivement, c'est intéressant où je me positionne par rapport à ça. Où est-ce que je suis sur. Et il n'y a pas de bien ou mal, c'est juste une évaluation de où est-ce qu'on en est pour savoir, bah, tiens, est-ce qu'il y a des endroits peut-être sur lesquels je prends conscience que bah, j'ai un travail à faire, j'ai quelque chose à faire. Et, et dans certains domaines de notre vie, on se situe au niveau 3. On a peut-être peu d'oscillations émotionnelles sur certains sujets. Mais sur d'autres, ben, on est certainement au niveau le plus bas, le niveau 1, admettons, où là, on a de fortes oscillations émotionnelles qui font qu'effectivement, ben, on n'est pas prêt en fait à passer au stade d'après. Effectivement, moi je pense à l'exemple des webinars, quelqu'un qui met énormément de bénéfices et de positifs à se dire waouh, j'ai vendu en webinar et qui ne prend du plaisir que si il vend en webinar, ça veut dire qu'à la même échelle, si son webinaire ne fonctionne pas un jour, il va être extrêmement déçu, tomber de haut quelque part. Alors que si on est capable d'équilibrer les choses et de se rendre compte que finalement, qu'on obtienne des résultats positifs, qu'on obtienne des ventes ou pas sur un webinaire, finalement, comment dire, c'est pas si grave que ça. Le but, c'est on va apprendre, on va se développer, on va moins aussi à ça nous amène beaucoup plus aussi dans la circonstance où on obtiendra les résultats qu'on cherche à obtenir parce que ben, on n'est pas attaché en fait au résultat final, quoi. Ouais, il y a ça effectivement. Et pour reprendre par rapport à ton premier exemple sur le président de la République, je vais reprendre une citation qui vient de Nicolas Devic, qui est, de toute façon, l'impact et l'influence, c'est comme les singes. Plus tu montes haut à l'arbre, plus on voit ton cul. Jolie citation, Nico. Ah, il en a deux, trois comme ça. Et en fait, c'est la même chose. C'est que de toute façon, plus tu es exposé auprès de nombreuses personnes, plus on te voit, plus des gens vont être d'accord, pas d'accord. Et ce qui est fascinant en plus dans le monde, c'est que tous les systèmes de valeurs s'annulent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends n'importe quelle idée, tu as 50% des gens qui sont d'accord, 50% des gens qui ne sont pas d'accord, avec bien sûr tous les extrêmes que tu peux avoir vis-à-vis de l'idée. Mais chaque idée, autour de chaque idée dans le monde, autour de chaque personne, autour de chaque idée et de chaque personne dans le monde, tu as une conservation, des charges. Okay, tu as un équilibre. Ce qui veut dire que, et souvent on a un total biais par rapport à ça, et pour aller s'expandre, il faut aller au-delà de ça. Je te donne un exemple sur l'écologie. Par exemple, les gens qui sont écolos finissent par être persuadés que tout le monde, que c'est la priorité de tout le monde de s'intéresser à la planète. Okay, et de préserver la planète. Et forcément, quand tu crées cette attente-là, les écolos sont aussi les gens les plus en colère contre les industriels. Parce que tu poses l'attente que tout le monde devrait avoir le même système de valeurs que toi. Okay, je te prends ça par rapport à les écolos. Je n'ai rien contre les écolos. Je suis pas en train de dire, je mets des fils parce que je sais comment ça peut être perçu. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal de s'intéresser à la planète, de préserver la planète. Je ne suis pas en train de dire non plus l'inverse. Okay, j'observe juste une réalité. Et au final, ça crée juste des débats où tant que tu es incapable de prendre la globalité des choses, tu ne peux pas influencer les autres. Parce que la première chose pour influencer quelqu'un, c'est de comprendre ce qui l'influence. Ouais, comprendre son système de valeurs à lui. Voilà. Et comprendre ce qui l'influence, c'est comprendre qu'est-ce qui est important pour lui, quelles sont ses valeurs. Et c'est pour ça que à plein d'endroits, on tombe dans des débats stériles entre les écolos, les industriels, les féministes et les mecs qui en ont rien à foutre de l'autre côté. Tu vois, et on tombe sur des débats qui n'avancent pas, qui sont juste des forces qui s'opposent, mais qui ne font évoluer à aucun moment le système, parce que pour qu'un système évolue, il faut qu'il réintègre toutes ses parts. Ouais. Okay, et en fait, ces systèmes-là, et les personnes qui fonctionnent à l'intérieur de ces oppositions ne font juste que renforcer la désintégration de ces parts. Ouais. En fait, ouais, moi, ce que je vois, en fait, quand je vois quelqu'un qui, effectivement, ne voit que le verre, enfin, c'est pas le bon exemple, verre vide, verre plein, parce qu'il y a une notion d'avantage inconvénient, mais la moitié des choses, en fait, ont des perceptions qui sont uniquement… En fait, une roue, tu vois, si elle est à moitié, soit tu as quelqu'un, une demi-roue, en fait, soit elle bouge pas,
elle ne peut pas avancer parce qu'elle est plate et elle ne peut pas avancer. Elle est obligée de rester au même endroit parce que, tu vois, là, place sur place, ça n'avance pas. On a d'autres gens qui sont des demi-roues, mais qui sont dans cette situation. Mais ça ne marche pas aussi parce qu'ils peuvent peut-être avancer un petit peu par là, un petit peu par là, mais ça, c'est ce qu'on appelle des hommes culbuto, quoi. C'est-à-dire que ça bouge un peu, mais ça n'avance pas non plus. En fait, la seule façon pour qu'une roue avance réellement, c'est qu'elle intègre les deux parties. Bon, mon rond est très moche, mais effectivement, quand la roue, elle intègre le tout, en fait, les deux parties, là, elle peut se mettre à rouler, là, elle peut se mettre à avancer. Mais ça ne marche pas quand on a une roue qui est en fait un demi-cercle. En fait. C'est clair. Yes. Et tu vois, on peut aussi le prendre au niveau de l'entreprise et le ramener aux personnes qui ont des équipes. Ouais. Dès lors que tu es polarisé sur un sujet dans ton entreprise, tu vas, comme il y a une conservation, comme il y a une conservation dans toute dynamique de groupe et familiale, à partir du moment où tu vois que les inconvénients dans le truc, tu vas créer à l'intérieur même de l'équipe des gens qui sont contre ton idée. Et l'entreprise ne pourra jamais avancer et évoluer tant qu'il y a des jugements là-dessus. Je vais donner un exemple. Si, juste à un moment donné, tu as parlé d'une vue incomplète, toutes les émotions sont des perceptions incomplètes. Dès lors que j'ai une émotion, j'ai une perception incomplète de l'information. Et dans une entreprise, par exemple, on le voit beaucoup dans le milieu du coaching actuellement avec les closers et compagnie. Tu as des entrepreneurs qui sont, et on l'a vécu, nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, quand tu es dans l'urgence où tu vois des bénéfices à faire grossir l'entreprise, à avoir plus de clients, du coup, tu vas valoriser davantage l'équipe de vente. Tu vas projeter ça, tu ne vois pas les inconvénients de faire croître l'entreprise. Et du coup, forcément, tu as l'équipe de livraison qui vient s'opposer au fait d'avoir plus de ventes. Oui. Ce qui est logique puisque tu as une vue incomplète des choses. Et une entreprise peut évoluer qu'à partir du moment où les différentes parts travaillent ensemble au service d'une raison d'être. Donc, les différentes parts, c'est quoi? C'est le système de livraison, c'est le système de vente, c'est le système marketing. Et tant qu'il n'y a pas ça, il y a juste des oppositions dans l'équipe entre les différentes barres qui ne font pas avancer les choses. Yes. Là, ça va faire un peu, je pense, un peu plus de 3/4 d'heure à mon avis qu'on parle. Et moi, je trouve ça génial. J'adore. Je pense qu'on pourrait parler encore des heures et ça peut amener sur plein d'autres sujets. Et j'ai plein d'idées d'ailleurs de sujets qu'on pourrait aborder. Je me dis que peut-être pour un premier épisode, peut-être qu'on pourrait rester sur un format qui ne soit pas trop long. Je ne sais pas ce que tu en penses. Sauf s'il y a peut-être des choses sur lesquelles tu auras encore envie de continuer. Mais je me dis que… Ouais, je pense par contre, un truc que j'aimerais, c'est que les gens qui ont regardé ou écouté, ils puissent avoir un endroit sur lequel ils peuvent poser leurs questions, tu vois. Ouais. Donc, déterminer les sujets sur lesquels on aborde. Je pense qu'on peut créer un typeform, tu vois, et le mettre sous la vidéo et Yes. proposer aux gens, c'est quoi les sujets que vous voudriez qu'on aborde comme ça librement, en fait. Ouais, complètement. L'idée, on est des entrepreneurs où on est en mode, voilà, quand il y a une idée qui vient et on a envie de la lancer, on ne veut pas non plus rester en mode perfectionniste ou procrastination à faire je sais que c'est des sujets sur là encore, on pourrait dire, tiens, est-ce que c'est un problème ou pas, mais en tout cas, on voulait pas que ce soit quelque chose qu'on remette à plus tard. Donc, on se dit, tiens, on enregistre le premier épisode sans vraiment de préparation particulière, mais avec comme intention de lancer, voir si ça nous convient, ça nous plaît, et faire évoluer les choses et être à l'écoute, en fait, à votre écoute, à vous qui regardez, et du coup, de voir quels sont les sujets qui vous concernent le plus, quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez peut-être qu'on puisse aborder et partager des retours d'expérience, des idées, des conseils qu'on peut vivre ou expérimenter, nous, de notre côté. Ouais, je pense juste que c'est important quand même de revenir à la base et de récapituler un peu la base et de donner des outils par rapport à la base qu'on avait donnée qui est, c'est quoi les étapes? Pour moi, la première étape, c'est possible. C'est quoi la meilleure façon d'expérimenter que c'est possible? Pour moi, c'est l'environnement. Je veux dire, tu peux faire vraiment un travail seul sur tes croyances et tout,
mais il n'y a rien de plus puissant pour moi de se mettre dans un environnement de gens qui ont déjà atteint ce que tu veux atteindre, Ouais, c'est sûr. puisque d'un coup, ça devient possible. Après, bien sûr, il y a plein d'outils de coaching qui permettent ça, mais c'est difficile en fait d'imaginer que tu puisses générer 100 000 euros par mois, par exemple, Ouais. si en fait tous les jours, tu es en contact avec des gens pour qui aller au resto, on regarde combien coûte le dessert en fait, pour décider de prendre un dessert ou pas. C'est un exemple que je donne. Mais tu captes, que tu veuilles ou non, tu captes les pensées, les émotions des gens autour de toi. Et créer un nouvel environnement, pour moi, est déterminant si tu veux ancrer l'idée que c'est possible. Ou être accompagné par quelqu'un qui croit en toi plus que tu ne crois en toi. Je veux dire, moi, si je regarde dans ma vie, qu'est-ce qui m'a aidé quelles sont les deux choses qui m'ont aidé à croire que des choses soient possibles? Un, être dans des environnements qui soient plus avancés que moi, en tout cas qui aient les résultats que je veux obtenir. Et ça, je l'ai expérimenté dès le début dans le tennis. Dans le tennis, c'est assez impressionnant à quel point le meilleur moyen de progresser, c'est de jouer avec des gens qui sont plus forts que toi, en fait. Ouais. Si tu continues à jouer avec des gens qui sont moins forts que toi, bah, en fait, tu vas garder le même niveau. Alors que quand tu joues avec des gens qui sont plus forts que toi, en fait, le jour même où tu joues avec ces gens-là, tu gagnes 2 niveaux. C'est-à-dire que d'un coup, ton cerveau est alerte, tu es complètement alerte, tous tes sens sont dans le flow, tous tes sens sont optimisés et tu joues à un tout autre niveau en fait. Mais ça, moi, ça me fascine cette histoire, tu sais, de l'histoire du saut en hauteur. Alors, je vais pas donner les dates exactes ou les choses, mais je me souviens avoir lu, je ne sais plus exactement dans quel livre, cette histoire que comment dire, les athlètes de saut en hauteur, il y a des années, en fait, avaient atteint un certain palier. Ils sautaient au maximum jusqu'à une certaine hauteur, en fait. Jusqu'au jour où il y a une personne qui a réussi à sauter, mais genre 10 centimètres de plus. Et bizarrement, dans les mois qui ont suivi, il y a énormément de gens qui, eux aussi, ont commencé à réussir à sauter 10 centimètres de plus. Alors que ça faisait des années que personne n'avait dépassé ce record. Mais à partir du moment où quelqu'un, boum, a brisé le record, les autres se sont dit, punaise, en fait, on peut briser le record. Et du coup, ils ont mis en place des nouvelles habitudes, ils ont créé des nouveaux entraînements. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le créer. Et ça, je trouve que ça illustre vraiment cette idée que voilà, quand tu vois autour de toi, quand l'humain voit que c'est quelque chose est possible, là, ça ouvre des cases. Et là, ça crée des nouveaux espaces. Tu sais qu'à la base, soit en hauteur, ils sautaient en avant. Ben oui, exact. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas aussi. Ah là, c'est lié à même encore autre chose, c'est l'approche qui change. C'est quand ils ont commencé à faire le saut en arrière, c'est ça, avec En la foi arrière, haut. ouais. Exact, c'est ça. Et ouais, donc la première chose, c'est l'environnement. La deuxième chose, c'est avoir quelqu'un qui croit en toi plus que tu ne crois en toi. Ouais. C'est quelque chose pour moi que j'ai expérimenté aussi dans le sport dès le début. Pour les sportifs, je pense qu'on l'a tous expérimenté, tous les sportifs qui ont eu des entraîneurs, du moment où tu es persuadé que toi, tu n'as plus de ressources et ton entraîneur te dit, je sais que tu peux encore faire un tour, tu peux encore faire 2 séries quand tu fais du fractionné. Tu peux encore, en muscu, tu peux encore faire une rep. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que tu peux le faire. Il n'y aurait pas eu cette personne qui croyait en toi et qui t'empêchait d'abandonner, tu ne l'aurais jamais faite. Donc pour moi, ça, c'est la deuxième chose. C'est avoir quelqu'un qui croit en toi plus que tu ne crois en toi. Donc, première chose, c'est possible. Et pour moi, les deux actes, les deux leviers les plus puissants sont un environnement et quelqu'un qui croit plus en toi que tu ne crois en toi. La deuxième chose, c'est t'assurer que ce que tu veux obtenir et le chemin pour y obtenir, tu y vois autant d'avantages que d'inconvénients et tes perceptions soient équilibrées autour du chemin et du résultat. Plus tes perceptions sont polarisées autour du chemin et du résultat, plus tu vas créer des oscillations émotionnelles qui vont te distraire du chemin et de l'objectif que tu veux atteindre. Donc, ça, c'est le deuxième levier. Et une fois que ces deux croyances sont levées, pour moi, la troisième étape, c'est de définir quelle est la stratégie la plus efficiente et de s'y tenir. Mais tu t'y tiendras qu'à partir du moment où tu crois que c'est possible et que tu as levé les perceptions qui te distraient et qui te font aussi émotionnellement en t'écartant du chemin parce que ton cerveau émotionnel s'active et que tu perçois les choses comme une menace et que tu veux éviter douleur, plaisir à court terme. Ouais, complètement. Et
Et il y a une notion qui, dans cette notion d'implémentation de la stratégie, qui revient pour moi, et c'est une notion vraiment fondamentale, c'est la notion d'habitude. Parce que je crois on est le résultat de nos habitudes. Enfin, tu regardes quelqu'un, tu regardes où est-ce qu'il en est dans sa vie, dans n'importe quel domaine de vie, tu peux presque imaginer les habitudes qu'il peut avoir, en fait. Et du coup, ben, dans la suite de l'implémentation, c'est créer les habitudes nécessaires à venir soutenir la stratégie qui nous inspire, et à avoir quelque chose qui nous amène de façon pérenne là où on a envie d'aller. Ouais. Après, pour moi, nos habitudes sont des conséquences, tu vois, de notre psychologie, plus que des créateurs de psychologie. Oui, Tu bien sûr. vois, si on reprend cette personne, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné un peu plus tôt sur la perte de poids, tu lui dis d'aller faire du sport tous les jours. En fait, même si elle a toutes les stratégies et qu'elle lit le livre Atomic Habits de James Clear, en fait, au bout de 3 jours, elle va arrêter parce que sa psychologie est au service d'elle-même. Et si Ouais. elle-même croit qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à perdre du poids, elle n'a aucun intérêt à conserver ses habitudes. Donc pour moi, effectivement, l'habitude, je pense que selon moi, il y a beaucoup trop de vidéos euh, sur YouTube autour des habitudes et sur comment créer des habitudes et tout, sans comprendre ce qui crée, maintient ou pas des habitudes. Ouais, mais l'habitude, en fait, l'habitude seule, la mise en place d'habitudes seule n'est pas une solution. C'est-à-dire que seul, c'est pas changer des habitudes seul qui va faire en sorte que les choses vont changer. Moi, je l'ai vu des tonnes de fois chez moi. À chaque fois que j'ai voulu mettre en place de nouvelles habitudes sans d'abord faire ces 2 étapes dont tu parlais avant, sur le fait que, effectivement, c'est possible. Bon, ça, je l'avais Ouais. systématiquement. Sinon, je me serais pas lancé dans une nouvelle habitude. Mais sans non plus avoir cette notion d'inspiration, mais plus parce Ouais. qu'il fallait que je le fasse. Par exemple, les fois où je me suis mis à me dire, tiens, je vais faire X séances de sport par semaine, de muscu par semaine, et que je ne me suis pas tenu, c'est parce que j'étais plus dans un mode il faut que, ou je dois faire ça, ou j'ai envie d'atteindre tel résultat, mais sans en réalité avoir de l'équilibre sur le sujet, et en étant inspiré par la chose. Là, aujourd'hui, tu vois, je me rends compte d'un autre truc sur les habitudes, c'est que là, ça fait 36 jours, en fait, j'ai fait il y a quelques temps le défi 30 jours sans alcool. Et du coup, je suis arrivé à la fin Ok. des 30 jours je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'étais donné le défi de Ouais. 30 jours, je l'ai atteint. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais juste pas envie d'arrêter. J'avais envie de continuer, de garder ça, parce que je vois plein d'avantages sur ce que m'apporte le fait de ne pas boire d'alcool. Je vois des inconvénients aussi, mais par contre, garder cet engagement vis-à-vis de moi-même, est plus important pour moi, m'inspire plus que Mhm. rompre cet engagement-là et nourrir d'autres choses. Et en fait, en développant cette habitude-là à partir d'une zone d'inspiration, ça m'aide à créer aussi d'autres habitudes qui partent du même espace. Par exemple, là, je ne tiens pas. Je me suis mis une habitude, c'était faire 3 séances de muscu par jour. Je m'y tiens pas. Par contre, il y a autre Par chose qui jour, m'inspire. Comment? par semaine. Par semaine, pardon. Oui, excuse-moi. 3 séances par semaine. Lundi, jeudi, vendredi, quelque chose comme ça. Et je l'ai dans mon téléphone, l'application Habits Now. Et si tu regardes, je ne tiens pas à cette habitude. Par contre, j'ai créé une autre habitude qui, elle, n'est pas un pansement, qui n'est pas quelque chose que je devrais faire, mais qui part de cette envie de, tiens, je veux avoir des abdos. Là, c'est une question d'abdos visibles. J'ai envie de faire ça. Ça m'inspire également de créer cette habitude-là, pas pour que, en chemin, le fait de créer de nouvelles habitudes m'aide et me montre que, en fait, je suis quelqu'un qui peut aussi le faire. Et le fait d'avoir réussi à tenir mon habitude du défi sans alcool m'aide à faire en sorte que là, je fais donc 5 minutes par jour, et en fait, j'ai aucune résistance, parce que je crée finalement et ce qui m'inspire au-delà du résultat, ce qui m'inspire au-delà de ça, c'est de me dire, la création de petites habitudes crée des nouvelles choses en moi, crée également des nouvelles capacités à reconnaître les choses qui m'inspirent, et en même temps à être capable de les développer. Apparemment, je fais des petits pas, ou je fais des petites choses tous les jours. Voilà, donc je pense que, je ne sais pas si c'était super clair, mais je pense que Très bien. l'habitude à elle seule, n'est pas une solution. C'est pas, OK, j'arrive pas à perdre du poids, bon, il faut que je me force à faire ça tous les jours. Ça marchera pas. L'habitude, elle va pas être durable, elle va pas être maintenable, comme tu l'as dit. C'est simplement qu'une fois que tu as levé la croyance que c'est possible, que tu as levé la croyance, que tu as incarné ou
intégré la croyance que c'est possible, que tu as intégré aussi les avantages et les inconvénients de cette évolution, de ce choix que tu veux faire, alors une façon de pouvoir matérialiser les choses, pour moi, est la mise en place d'habitudes, mais connectée à cet espace d'inspiration. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans ce que j'entends vis-à-vis de tes habitudes, c'est que ça vient effectivement d'une inspiration, tu vois. Ouais, Euh, et je pense qu'en fait, il y a deux choses que je perçois comme problématiques dans la création d'habitudes. La première, c'est quand ça part d'un espace de jugement. Je veux dire, si tu crées une habitude parce que tu juges où tu en es, en fait, ton jugement va être un moteur très court terme. ouais, Prenons un exemple. Je me regarde dans la glace, je me trouve dégueu. Je me dis, il faut que j'aille faire du sport. Je m'inscris à la salle de sport. En fait, ma colère et mon cortisol que, que j'ai eu en me regardant dans la glace va me faire tenir 3 jours sur le sport. Et au bout de 3 jours, j'en serai au même point, en fait. ouais. Donc, toute habitude pour moi créée à partir d'un jugement et d'un non-amour de soi n'est pas durable puisque c'est Ouais, ça a juste une un durée espèce déterminée. de shoot comme ça, d'adrénaline. Euh, Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que pour moi, il y a, pour créer des habitudes qui soient saines, durables et efficientes pour sa propre vie, c'est important de créer des habitudes uniquement reliées à ses valeurs les plus hautes. Je te donne un exemple. J'avais une cliente qui générait 80 000 euros par mois, tu vois, bien, sauf que elle avait 60 000 euros de charge. Donc, tu Mm. vois, elle a 20 000 euros de profit seulement. Et pendant 2 mois, elle retombe à 60 000 euros. Enfin, elle ne fait plus de profit pendant 2 mois. Du coup, elle se dit, OK, je dois faire plus de pubs Facebook. Elle se dit, OK, je me crée une habitude de tourner 2 nouvelles pubs chaque semaine. Cette habitude, elle l'a tenue pendant 3 mois. OK. Et puis, en fait, 3 mois après, quand elle est revenue à ses 30 000 euros de profit par mois, d'un coup, elle a arrêté la pub Facebook. Et elle y a ajouté de la culpabilité à ce moment-là, d'arrêter, sans comprendre que on a certaines habitudes qu'on va créer de manière transitoire. Pourquoi? Parce qu'on va avoir certaines valeurs transitoires. Je te donne un exemple. Pour moi, ce qui est le plus... Juste pour reprendre la notion de valeur pour tous, je ne parle pas de valeur au sens moral du terme, je parle de valeur au sens qu'est-ce qui a vraiment de la valeur. Ma vie démontre que c'est important pour moi. Prendre soin de mon corps n'est pas une des priorités les plus hautes dans ma vie. Voilà, je passe doit être en 5, 6. Avant, j'ai d'autres priorités. On peut dire que c'est bien ou mal. De toute façon, les gens qui ont le corps, prendre soin de leur corps en numéro 1 vont dire que c'est mal, que je devrais faire autrement. Les gens qui l'ont en 6 vont se dire que c'est déjà bien. On juge toujours les autres et En ça va fonction de en notre système fonction de de... valeurs. C'est ça. Et pour moi, il y a un bel exemple autour de ça. C'est si tu as un pote alcoolique et que tu bois pas d'alcool, tu dis c'est mal, c'est un alcoolique. Si tu bois de l'alcool et que tu as un pote alcoolique, tu appelles ça un pote. Okay. Et que en fait, tu vas nommer et juger les choses en fonction de ton système de valeurs et de Mm. Bref. Donc, moi c'est ça en 5, 6. Par contre, je vois qu'à certains moments, si je sens que je commence à être fatigué dans une période où je suis vraiment fatigué, d'un coup, mon corps va repasser peut-être en 3 ou en 2. Si je suis malade, mon corps va repasser en 1. Ouais. Okay. Et ces valeurs vont être transitoires à partir du moment où je perçois un vide important. Et du coup, ça veut dire que si je crée des habitudes dans des valeurs transitoires, c'est une illusion de m'attendre à ce que cette habitude soit durable. Ouais. Elle va juste être maintenue le temps où je perçois un vide et que je le perçois comme important. Et je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup ne saisissent pas, qui C'est amène à juste. des jugements 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard. Mais non, en fait, ton habitude, elle a rempli la raison d'être, qui était de revenir à un certain niveau de stabilité, mais ce truc-là n'est pas l'objectif de ta vie. Et on peut le voir par rapport aux finances. Tu vois, tu as des gens qui vont mettre d'un coup, qui vont prendre des décisions drastiques quand ils se retrouvent à 0 sur leur compte en banque ou je ne sais quoi. Et en fait, quand ils réarrivent à 10 000, ils vont tout redépenser. Et pour ceux qui ont une valeur finance, s'ils se comparent à des gens qui ont une valeur finance haute, ils vont se dire putain, c'est mal, j'arrive pas à épargner. Mais la réalité, c'est que quand ils sont revenus à 0, d'un coup, ça devenait quelque chose d'important parce qu'il y avait le risque, il y avait cette insécurité. Mais à 10 000,
ça n'était plus quelque chose d'important et il y avait d'autres choses importantes pour eux. Et en fait, cette non-compréhension de nous-mêmes, de notre système de valeurs, nous amène à se comparer, à juger et à basculer dans la culpabilité, à essayer de plus en plus de ressembler aux autres plutôt que de nous Ouais. ressembler à nous-mêmes. Ouais, moi, je note vraiment cette idée d'habitude transitoire et d'accepter le fait qu'en fait, il y a des habitudes elles ont un rôle, elles ont par définition, elles sont là pour être transitoires, elles sont là pour nous aider à un certain moment, et de ne pas avoir de jugement dans le fait qu'on ne s'y tienne pas. Et moi, je sais que j'ai vraiment, enfin, il y a plein de fois dans ma vie où je me suis dit, tiens, j'ai envie de développer telle habitude, j'ai commencé à le faire, puis j'ai arrêté au bout de parfois 2 semaines, parfois un mois, parfois 3 mois. Mais en réalité, alors au départ, ça m'arrivait d'avoir du jugement, de me trouver nul, mais putain, je suis trop nul, j'arrive pas à m'y tenir, et cetera. Et effectivement, c'est quand je me comparais à d'autres pour qui c'était plus important. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, je sais que je suis vachement plus à l'écoute de qui je suis. Je me connais déjà aussi beaucoup mieux d'année en année, et aujourd'hui, je me flagelle pas lorsque je ne tiens pas une habitude. Je ne mets pas de pression sur le fait de tenir une habitude, parce que je crois que voilà, si l'habitude, des fois, moi, j'ai un côté parfois en mode, si ça n'arrive pas, c'est que ça ne doit pas arriver, tu vois. Euh, Parce que c'est juste la vie et ce qui m'amène à faire ça, et que ce n'était pas ce qui était juste pour moi. Euh, et là, quand je t'écoute, en même temps, je pense à un autre truc, c'est que je me rends compte que j'ai envie de développer cette habitude des 5 minutes par jour, pas pour les abdos, à vrai dire. À vrai dire, je m'en fous. Si je l'ai, c'est cool, d'accord. Mais en réalité, si je suis vraiment honnête avec moi-même, ce qui m'intéresse le plus, c'est de développer cette habitude parce que ce qui m'inspire, c'est la réalisation personnelle. Moi, ma valeur numéro 1, c'est le fait de me réaliser, de m'épanouir et de devenir, de croître, de devenir cette nouvelle personne que j'ai envie de devenir. Et en fait, quand je constate sur certaines choses, d'apprendre de nouvelles choses et de développer de nouvelles choses, et je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Peut-être ça tiendra 1 mois, peut-être ça tiendra 6 mois, j'en sais rien, ou plus. Mais en fait, je m'en fiche. C'est juste pendant ce temps-là où j'apprends quelque chose de nouveau, où je suis en train de croître, je suis en train de me développer. Et c'est ça qui m'inspire, en fait, à vrai dire. Et parce Ouais. qu'aussi, Donc, tu vois, j'apprends des choses. donc cette habitude, tu lui as donné un sens en lien avec ce qui est prioritaire pour toi dans la vie. Ce Ouais, qui fait que tu es inspiré pour. Tu vois? oui, Voilà. oui, tout à fait. Et dès Tout lors à que fait, parce tu qu'en gardes fait, ce lien et que et en fait, cette habitude, tu la perdras le jour où tu percevras que quelque chose est prioritaire pour te connaître et te découvrir. ouais, complètement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ce sera vraiment OK. Tu vois, hier j'étais au tennis, j'ai fait l'entraînement de tennis, et je suis arrivé, j'étais claqué, j'avais plein les jambes, et je me dis, ah, j'ai pas fait aujourd'hui mon 5 minutes. Et j'ai ressenti, et je me suis dit, ouais, vas-y, tu as fait du tennis, ça remplace. Et en fait, quand j'ai commencé à penser ça, j'ai eu une autre pensée qui est venue, c'est, ouais, mais là, attention, c'est dommage. Enfin, ça va te prendre 5 minutes, et toi, tu es en train de t'écarter du fait de développer ta capacité juste à te tenir à cet engagement de 5 minutes pour ton développement. Et en fait, du coup, bah, je l'ai quand même fait. Non pas, en fait, c'est pas les abdos qui m'ont motivé. C'est pas de me dire, ah, je vais avoir ci. Non, c'est de revenir à ce qu'on vient de parler sur ce qui m'inspire, c'est voilà, de développer cette capacité à mieux me connaître et à être capable d'avoir la maîtrise aussi de ce que je peux ressentir. Ouais, et le fait d'avoir cette position méta, ou de prendre du recul et de voir ce qui se joue, ça, je trouve enfin, j'adore ça, en fait. Et c'est ce qui m'a le plus plu dans le défi 30 jours sans alcool. C'est être capable de prendre du recul et de me dire, tiens, d'où ça vient, ces choses-là? Tiens, là, je ressens une envie peut-être de boire un verre de vin blanc, parce qu'il y a un certain vin blanc que j'adore. Ah, mais qu'est-ce que je viens de nourrir comme besoin? Est-ce que c'est de la détente? Ouais. Enfin bref, ça pourrait être, je peux en parler désormais. Non, mais c'est hyper intéressant. Enfin, je vois aussi que quand je bois de l'alcool, moi, personnellement, mon envie de boire de l'alcool est toujours un feedback de, d'un désalignement dans ma vie. Et quand je dis un Intéressant. désalignement, c'est pas forcément quelque chose genre, tu sais, tu as différents niveaux. C'est pas, je suis complètement à côté de ma vie et je fais pas ce que j'aime, tu vois. C'est peut-être, bah en fait, j'ai senti que c'était pas juste pour moi et je l'ai quand même fait pour des histoires que je me racontais. Je te donne un exemple. Euh, hier soir, j'ai eu envie de boire de l'alcool. Bon, heureusement, j'ai pas de. L'avantage en fait chez moi, c'est que tu vois, il y a aussi l'histoire de environment design, tu vois, qui Ouais, c'est est, sûr. bah, en fait, si t'as pas d'alcool, déjà, tu as la flemme d'aller en acheter, tu vois. Donc, moi, déjà, je bois assez peu d'alcool parce que j'en ai pas, en fait.
Donc, de base, j'en ai pas. Mais genre, j'avais vraiment envie. Je rêvais d'un verre de vin rouge, tu vois. Et je me suis demandé, putain, pourquoi je rêve de ça? Et en fait, je pouvais le voir arriver dans la journée parce que à 13h, je crois, je t'envoie un message et je te dis, tu me dis, non, je ne suis pas dispo, je ne sais pas quoi. Et je te propose 17h ou demain. Et en fait, au moment où je te propose 17h ou demain, dans ma tête, une seconde après, je sens que 17h ce soir, c'est pas juste pour moi parce que j'enchaîne depuis 13h, tu vois. Et finalement, je me dis, ouais, en fait, tant pis, maintenant c'est trop tard. Voilà. Et en fait, je ne reviens pas sur ce qui est juste pour moi. Je crée un déséquilibre, du coup, une forme de déséquilibre qui n'est pas énorme, tu vois, Ouais, mais ouais. qui n'est pas juste pour Mais quand moi. même. Du coup, qui crée de la douleur, Ok. une perception de douleur. Et après le rendez-vous, j'ai qu'une envie, c'est de boire de l'alcool. Tu vois. Enfin, j'ai envie de boire de l'alcool, j'ai envie de. En tout Tu cas, es tellement saoulé. non, mais en fait, Non, je rigole. c'est tout ce sur quoi tu peux, tout ce sur quoi tu sens que c'est pas juste, tu crées de Ouais. la douleur, tu vas vouloir le compenser à Le travers compenser par du du plaisir. plaisir court terme. Voilà. Hmm. Et c'est quoi en fait, l'amygdale, il a 5 addictions. Enfin, il a 5 manières de compenser la douleur. La première, c'est les fantasmes. Okay, le fait de se projeter dans le futur et de se faire des films de ça va être trop bien. Okay. Les fantasmes, la fierté. Okay. C'est quoi la fierté? C'est se raconter qu'il est trop bien et de juger les autres. Se mettre au-dessus et mettre les autres en dessous. Okay. Ça, tu le fais quand tu ne te sens pas très bien. La troisième addiction, c'est le sucre. Okay. Enfin, ça peut être l'alcool, hein, mais en tout cas, le sucre. Quatrième L'alcool fait addiction. partie de la catégorie sucre? Ouais, si tu veux, sucre-alcool. En tout cas, vraiment truc qui active vite, Ouais. qui active vite la perception de plaisir et qui active vite la perception de plaisir et qui désactive vite la perception de douleur. Ouais. Drogue, si tu veux, ce que tu veux. 4, consommation. Ok. Consommation, ça pas n'importe quoi. Genre, je vais binge-watcher des vidéos YouTube, je vais acheter quelque chose. Ouais, acheter. Non, Ouais, tu vas acheter. plus acheter. Genre, pas consommer des séries sur Netflix ou autre, c'est pas consommation, ça. Ça rentre peut-être. Enfin, je sais pas si ça rentre dans cette catégorie-là. Ouais. Consommation, ouais, achat. En tout cas, je vais séparer le plaisir de la douleur. Et 5, les addictions. Okay, mais il y a une étude qui est assez marrante, qui est en France, on n'a pas trop ça. Mais aux États-Unis, ils ont ça, les credit cards. Tu vois, les credit cards, c'est quoi? C'est cartes de crédit. Nous, on a aussi nos cartes de. On appelle ça des cartes bancaires d'ailleurs, plus chez nous. On utilise ce terme de carte de crédit, mais je trouve que je n'ai pas l'impression qu'en francophonie, ce n'est pas une vraie carte de crédit. Enfin, on ne va pas à la banque, on dit tiens, je veux débloquer une ligne de 10 000 euros de crédit ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est assez rare, je trouve, je crois. Et en fait, les cartes de crédit aux États-Unis, ça vient d'une étude qui a été faite des banques, okay, qui a été dictée par les banques, qui voulaient justement maximiser les prêts qu'ils pouvaient faire. Parce que la banque, elle gagne de l'argent lorsqu'elle prête de l'argent. Okay, parce que du coup, elle gagne des intérêts sur ce prêt. Et donc, ils voulaient augmenter les prêts qu'ils faisaient et ils ont mandaté du coup des cabinets de recherche pour savoir quelle stratégie on peut mettre en place pour augmenter les lignes de crédit que les gens vont prendre. Et en fait, le cabinet de recherche est arrivé à une conclusion qui est il faut réussir à séparer la notion de plaisir et de douleur dans l'esprit des gens. Okay, donc, si tu as le plaisir d'acheter quelque chose, mais qui n'est pas associé à la douleur de ne plus avoir d'argent, les gens vont acheter plus. Okay, et plus tu es capable de faire ça, plus tu es capable de dissocier la perception de plaisir et de douleur vis-à-vis d'une activité, au plus le cerveau animal va s'activer et au plus il va y avoir cette urgence, cette compulsion. Parce que le cerveau animal est beaucoup plus rapide à agir que le cortex et notre partie la plus évoluée. Donc, et c'est en fait ce que fait la plupart des substances addictives. Pourquoi elles sont addictives? Parce qu'il y a une illusion de séparation entre le plaisir et la douleur. Et souvent, ces perceptions ne sont pas reliées. C'est-à-dire, beaucoup de gens n'ont pas relié
la sensation d'avoir l'esprit peu clair au fait de boire de l'alcool. Et Ouais. c'est pour ça qu'ils continuent. Pourquoi moi, souvent on me dit tu bois pas d'alcool, t'es contre, je sais pas quoi ou quoi. En fait, je suis pas contre. C'est juste que je déteste la sensation le lendemain de ne pas avoir l'esprit clair et de ne pas avoir la rapidité d'esprit. Et pour moi, c'est hyper clair dans mon inconscient que quand je fais ça, demain, je vais me sentir comme ça. C'est ultra clair. Ah, mais moi, tu sais que, enfin, moi, pourquoi au bout des 30 jours, je me suis dit, en fait, j'ai envie de continuer. Pour moi, c'est ultra clair. C'est pas tant la clarté. C'est pas tant ouais, la clarté pour moi. Mais ce que je ressens, en fait, c'est que j'ai l'impression que si et pourtant, j'adore. Enfin, moi, il y a beaucoup d'un moment où quand je me demandais, tiens, d'où ça vient l'envie. Il y a des moments où je sentais que j'avais besoin de détente, où j'avais besoin effectivement peut-être de compenser de la douleur aussi à certains moments. Mais il y avait plein de moments où en fait, alors peut-être c'était une illusion et il faudrait du temps pour regarder, mais il y a plein de moments où je me disais juste, j'aime ça en fait. Tu vois, j'aime le goût de ce vin blanc, j'aime le goût de ce whisky, j'aime le goût et c'est juste comme j'aime un certain chocolat, j'aime certains produits, tu vois, ou une pomme, machin. Mais malgré le fait du coup que j'aime ce goût-là, j'aime ça, je ressens le fait de me dire, ouais, mais quand tu ingurgites cet alcool, même si elle te donne du plaisir maintenant, en fait, en gros, tu maltraites ton corps. Et aujourd'hui, j'ai presque associé la consommation même d'un verre de vin sur ton corps va être obligé de l'évacuer, va être obligé, le foie va être obligé de faire son travail. Alors, bon, tu fais travailler ton foie, c'est cool, mais d'un autre côté, je pense qu'il n'est pas fait pour ça, tu vois. Enfin, et du coup, j'ai commencé presque à associer plus de douleur et d'inconvénients à boire l'alcool pour mon corps que le plaisir. Ouais, Et c'est ça, je pense aussi, qui fait que j'ai aucun jugement vis-à-vis de l'alcool. Enfin, je veux dire, bien sûr. c'est une évolution, mais c'est vrai qu'en ce moment, je ressens ça. Je me dis, ben, il y a l'envie de ressentir ce goût est inférieure à cette perception de maltraitance, entre guillemets, que je fais à mon propre corps, tu vois. Moi, ça vient de là, moi. Ouais. J'avais déjà cette perception, tu sais, de l'alcool et tout, et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse quand même. Il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle The Huberman Podcast, il y a un épisode qui est What does alcohol do to your brain and your body, tu vois. Mm. Et en fait, euh, les études montrent vraiment que euh, ils ont fait des études sur entre 7 et 14, sur l'équivalent de 1 à 2 verres par jour. Okay, mais 1 à 2 verres par jour, ça peut être réparti. Les effets sont les mêmes que tu prennes 1 à 2 verres par jour ou que tu en prennes 7 une fois par semaine. OK. Euh, donc, peu importe comment tu les répartis, Ah ouais, à partir du je pensais moment, pas, tu vois. en tout cas sur cette base-là, en fait, ça détruit réellement les neurones et tu as vraiment un impact sur ta cognition, ta mémorisation et toutes ces choses-là au Je me fil du souviens que tu temps. m'avais dit ça. Et ça, du Ouais, coup, ça vient toucher à une valeur tellement importante pour moi sur le cerveau. Non, et du coup, enfin, vraiment, je pense que ça a joué dans cette image, cette perception de destruction de mon corps. Tu vois, et ça, pour le coup, ça vient toucher à quelque chose de trop important pour moi. ouais, tu vois, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que on consomme certaines substances ou pas? C'est nos histoires inconscientes qu'on a associées autour de ça. Et Oui, le c'est but sûr. des marques, c'est quoi? C'est de te faire associer du plaisir. C'est pour Eh ça oui. que Nutella va te faire une pub Ouais, un beau qui est goûter. Non, mais c'est vrai, on associe l'alcool souvent, et j'en ouais, parlais avec un ami il n'y a pas longtemps. C'est que, en fait, pendant longtemps, moi, l'alcool, c'est associé à la fête, ouais, un moment de partage avec des amis, autour d'un c'est apéro, ça. autour d'un Exactement. anniversaire, à trinquer ensemble et créer aussi un environnement où on est tous au même niveau, entre guillemets. Enfin, c'est qu'on va dire, mais si on boit tous 2 verres d'alcool, admettons, enfin, 2 verres, quelle que soit la suite de vin ou autre, ben, on est dans un état un petit peu modifié, tous ensemble. Et Ouais, du coup, et d'ailleurs, moi, je l'ai ressenti, parce que pendant ces 30 jours, j'ai fait 2 événements à l'extérieur de la maison où on était avec des amis qui eux, comment dire, sont aussi des grands amateurs de vin. Et on est allé faire des dégustations de vin. Tu vois, super hein, quand tu fais. Mais du coup, donc j'ai dû leur expliquer plusieurs fois que non, j'avais pas. Enfin, c'était important pour moi de ne pas, de pas boire de vin. Et j'étais très content d'être avec eux, mais j'avais pas envie de rompre mon engagement vis-à-vis de moi-même sur cet aspect-là. Et puis vis-à-vis des stands aussi, où chaque stand, ils comprenaient pas. Puis je n'avais pas à prendre 10 000 pour leur expliquer, mais mais vous êtes sûr? Mais vous n'avez pas juste trempé les lèvres? Ouah, juste les lèvres, c'est rien. Et, non, non, enfin, bon, bref. Et ouais, du coup, il y a cette association vraiment forte du moment festif, en fait. Ouais. Et ça,
Et j'ai une mince, bon, j'ai autre chose, mais ça reviendra plus tard. Mais Et ouais, là, maintenant, tu vois, je prends aussi l'alcool comme un outil de connaissance de moi. ah oui, voilà, bah oui. Dans le sens où quand je bois, donc déjà, je me demande pourquoi je bois. Et deuxièmement, quand je bois, ça me permet de voir quels sont les jugements que j'ai vis-à-vis de moi et des autres, et quelles sont du coup les répressions inconscientes que j'ai de moi. Parce que quand je bois, j'enlève ces trucs-là. Tu vois, et je vois c'est quoi les désirs qui apparaissent. Ouais, tu désinhibes un petit peu peut-être certains Ouais, filtres mentaux que tu exactement. peux. Et du coup, ça me fait prendre conscience de, sans l'alcool, quels sont les jugements que j'ai vis-à-vis de moi qui m'empêchent justement de m'exprimer pleinement. Je te donne un exemple. Je vois, tu vois, je vais raconter plus de conneries et je vais aussi avoir plus de désirs sexuels. Tu vois. Et en fait, je vois, ça me montre juste que sans alcool, j'ai un jugement vis-à-vis du désir sexuel chez moi et chez les autres, et j'ai un jugement vis-à-vis des gens qui parlent fort et qui s'expriment et qui racontent beaucoup de conneries. Tu vois. Et en fait, du coup, maintenant, je prends aussi l'alcool comme le lendemain, je me pose et je me demande, tiens, quels désirs sont apparus? Qu'est-ce que j'ai exprimé que j'exprime pas sans l'alcool? Et du coup, Ça, c'est vachement intéressant. qu'est-ce que j'ai besoin de quel jugement j'ai besoin de me libérer pour exprimer qui je suis pleinement? Ouais, pour Sans être alcool. capable peut-être d'exprimer ces désirs que tu es Voilà. capable d'exprimer naturellement avec l'alcool, mais de devenir, enfin, de Et réussir ne à plus faire avoir sans besoin alcool. de l'alcool pour Et de plus exprimer avoir besoin pleinement d'alcool. qui je suis, en fait. Tu vois. Ouais, et tu vois, enfin, voilà, ça m'est revenu l'idée qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure, c'est que et c'est marrant, tout est une question. Là, je vois, j'ai l'exemple parfait pour moi dans la compréhension de dès que tu as ton système de valeurs, tu prends tes décisions en fonction de ce qui est le plus important pour toi. Et Ouais. typiquement, tu vois, là, je peux me dire, la consommation traditionnelle, classique, festive ou quotidienne de l'alcool est moins importante que le fait de prendre soin de mon corps. Mais par contre, je peux décider de me dire, et d'ailleurs, j'ai envie, tu vois, de vivre des expériences en prenant des substances quelles qu'elles soient, qui sont néfastes pour le corps, si elles viennent nourrir ce besoin, cette envie de connaissance. Par exemple, je pense à l'ayahuasca, je pense à des trucs comme ça. Et, et finalement, là, prendre soin de mon corps devient inférieur ponctuellement, évidemment, si ça ne pourrait pas être à répétition. Mais je veux dire, dans un espace-temps donné, ponctuellement, je pourrais dire, ça, c'est moins important que l'apprentissage que je vais faire. Du coup, j'accepte le fait de me dire, j'ingère une substance qui est peut-être néfaste pour le corps parce que la valeur de connaissance de moi-même et de découvrir de nouvelles choses est plus importante pour le coup, tu vois. C'est toujours une question de priorisation. Ouais, c'est ça qui est intéressant, ouais, c'est systématiquement. Yes. Cool. J'ai rendez-vous dans 1 minute, mais Ouais, pareil. j'ai adoré cet épisode et voilà. Moi, j'ai vraiment kiffé. C'était la première, voilà, première version. Certainement que ça sera la première version de notre pizza et que les prochaines pizzas, il y aura des évolutions, des choses où on va dire, bah, tiens, ça, c'était bien, c'était moins bien. Et on peut vous apporter Notre objectif, ça va être de continuer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut, au travers de ces échanges improvisés, entre guillemets, naturels, authentiques, vous apporter toujours plus de valeur. Donc, si vous avez des remarques, des feedbacks à nous donner, allez-y déjà. Si vous regardez jusqu'à maintenant, bravo. Félicitations, merci pour votre confiance et votre engagement. Félicitations à vous pour votre endurance. En tout cas, on espère que si vous êtes là, j'espère que c'est le cas et que ça vous a apporté de la valeur, apporté des idées. Et voilà, sentez-vous libre vraiment de nous faire en commentaire vos retours, vos feedbacks. On sera vraiment à l'écoute là-dessus pour faire évoluer ce format avec vous, co-créer quelque chose qui nous inspire, vous inspire et qui, ensemble, on puisse vous être utile et avancer. Julien, à la semaine prochaine. Yes. Bonne fin de journée. Salut tout le monde. Salut David. Bonne fin de journée. Ciao. Ciao.